Bonjour et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler éveil et développement et de découvrir pourquoi il est important de jouer avec son bébé. Alors pour parler du jeu, nous retrouvons notre experte Audrey Marcaggi. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Merci d'être de nouveau avec nous pour parler de ce sujet. Alors vous êtes psychomotricienne en néonatologie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents-bébés et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil chez le tout petit. Oui, c'est ça. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc, j'aimerais que nous parlions un petit peu ensemble du jeu chez l'enfant et chez le nourrisson. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça sert de jouer ? Si ça sert à quelque chose. En fait, pour un bébé, jouer, ça sert à tout. Jouer, ça lui permet de découvrir. Jouer, ça lui permet de comprendre. Et au final, comprendre et découvrir, ça sert à apprendre. Donc en fait, le jeu, c'est le premier support de l'apprentissage chez le bébé. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important. Et en fait, bébé, il regarde, il observe tout ce qu'il y a autour de lui, il est curieux, il a envie de refaire pareil. Et du coup, dans le mouvement, dans la communication, dans la manipulation des objets, petit à petit, en fait, il joue et il apprend à faire tout ça parce que justement, il est curieux et qu'il va s'amuser avec tout ça. Alors, vous dites manipuler des objets pour jouer. Du coup, il y a un âge auquel le bébé peut commencer vraiment à jouer ou pas ? Oui, c'est vrai qu'au début, ils savent pas trop faire, en fait. Quand bébé est très petit, déjà, les phases d'éveil sont assez courtes. Il est surtout occupé à réguler la faim, le sommeil, les coliques, tout ça. On sait que les 3 premiers mois, c'est pas vraiment très facile pour lui. Mais rapidement, dès qu'il arrive à avoir des plus longues phases d'éveil, on voit qu'il va commencer à s'intéresser beaucoup à ce qui l'entoure et à son propre corps aussi. Au début, il a beaucoup de mal à le contrôler. Effectivement, c'est vrai qu'il ne sait pas attraper les objets volontairement. Ça va être un peu par hasard. Il ne sait pas encore bien tenir sa tête ou contrôler ses jambes. Donc, il va déjà avoir à découvrir tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le premier jeu pour un bébé, en fait, c'est son corps. Ouais. Du coup, on peut dire qu'il joue tout seul, qu'il est autosuffisant au jeu au début, quoi. Il n'a pas besoin de nous, en fait. En fait, oui et non. C'est pas si facile de répondre parce que, justement, quand on dit le corps, c'est le premier jeu de bébé, c'est qu'effectivement, il va y avoir une partie où il va faire ça un peu sans nous. On a l'impression il va faire des petits sons, les premiers areux. Des fois, on a l'impression qu'il parle à son mobile, par exemple. Quand oui, il est vrai. dans son lit, il joue avec ses mains, il les regarde, il joue avec sa respiration. Il y a toute une phase où les bébés adorent, ils sont là parce qu'ils ont découvert leur propre respiration. Ils vont essayer d'attraper leurs genoux. Mais en même temps, c'est vrai qu'il fait aussi tout ça parce qu'il nous voit bouger, parce qu'il a envie de reproduire, parce qu'on lui a parlé. Donc, c'est en même temps seul dans l'expérimentation et en même temps parce qu'il y a la relation. Justement, les bébés sont très très curieux, donc souvent ils passent très longtemps à nous observer, à regarder qu'est-ce qu'on fait. Ils aiment qu'on leur sourie et c'est comme ça qu'ils apprennent à sourire. Ils aiment être bercés, ils aiment être portés. Et c'est comme ça qu'ils ont envie d'imiter et de refaire par eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'ils font un peu tout seuls et beaucoup avec, même si c'est en différé. Et du coup, au tout début, à ces âges-là, est-ce qu'il y a des jeux qu'on peut proposer, nous, aux bébés ? Effectivement, quand un bébé est très petit, on va dire moins de 6 mois, il a beaucoup besoin de son parent pour jouer. Et du coup, comme on a dit que le corps, c'est le premier jeu de bébé, en fait, il va aimer tous les jeux qui ont une grande composante corporelle. Et il aime aussi que ce soit des jeux assez... qu'on théâtralise beaucoup, qu'on en fasse un peu des tonnes dans notre regard, dans nos mimiques, dans nos gestes. Donc des jeux par exemple comme la petite bête qui monte, où on fait grimper notre main sur le corps de bébé pour faire des guilis à la fin, comme les grandes guilis, comme faire l'avion par exemple quand on le porte au-dessus de notre tête, qu'on le prenne dans les bras et qu'on danse avec lui, faire bateau sur l'eau sur les genoux par exemple. Tous ces jeux-là,
souvent les bébés adorent parce qu'ils sont avec nous et en même temps ça donne plein de sensations dans le corps qui les émerveillent au moment où ils apprennent à contrôler ce corps. Bon, c'est bien, ça nous donne une excuse pour en faire des tonnes, parce qu'en fait nous aussi naturellement on a tendance à en faire des caisses quand on fait des coucous cachés ou des ainsi font. Parfois on se sent un petit peu ridicule, mais en vérité c'est important. C'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est intéressant que vous parliez du coucou caché parce que tous ces jeux, en fait, on a l'impression que c'est un peu anodin, que c'est un peu genre on bêtifie un peu parce qu'on est émerveillé de notre bébé. Donc c'est vrai, on parle bizarrement, on fait plein de gestes. Mais en fait, tout ça, ça a vraiment une fonction et il y a une raison pour laquelle quasiment tous les parents du monde font ça. Le parler bébé, les grands gestes et tous ces gestes-là, c'est qu'en fait, tous ces jeux-là parce que ça sert à quelque chose. C'est par exemple le coucou caché, ça permet pour bébé de jouer un peu avec l'idée de la présence et de l'absence. C'est très mystérieux au début pour un bébé que les gens disparaissent d'un coup de son champ de vision. Lui, il sait pas du tout en fait où vous allez, il sait même pas vraiment si vous êtes toujours là quand il vous voit pas. C'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup de mal à être tout seuls au début. Et puis petit à petit, il va construire cette idée que même quand vous n'êtes pas là, vous allez revenir. Et le coucou caché, c'est comme un petit théâtre de ça, c'est-à-dire on se voit pas. Et comment est-ce qu'on fait pour se revoir ? Lui, souvent, il va faire un petit son petit à petit pour participer au coucou caché, alors qu'au début, c'est vraiment juste le parent qui le fait. Mais ça lui permet de beaucoup jouer avec ça. Par exemple, on peut penser aussi quand on prend du temps dans la salle de bain pour se regarder dans le miroir avec bébé. Les tout petits, ils adorent souvent les miroirs. Mais parce qu'en fait, eux, ils connaissent pas leur corps. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas forcément conscience au départ que c'est leur reflet qu'ils voient. Exactement. Donc souvent, c'est rigolo, ouais. Et en fait, c'est parce qu'ils se regardent dans le miroir avec vous qu'ils vont comprendre ça. Parce qu'au début, ils voient juste un autre bébé. Ouais. Mais ils vont rapidement comprendre que mais en fait, c'est mon papa que je vois dans la glace, et se retourner vers le papa qui les tient dans les bras pour dire ah oui, t'es là, mais t'es aussi là dans le miroir. Et donc petit à petit, il va aussi comprendre que c'est lui qui voit et se regarder, découvrir que oui, je vois mes mains, mes mains dans le miroir. Prendre conscience de son corps. Les comptines, ça travaille sur les rythmes, sur l'attention conjointe, visuelle et auditive, sur le lien entre le regard et le geste. Ça, c'est tous les prérequis à la communication, par exemple. Du coup, en fait, tout est prétexte à jouer avec un bébé et du coup, tout est prétexte pour lui à apprendre des choses. D'accord. Et si on pense plus du coup à des jeux avec un stimulus extérieur, un objet, un jouet, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur proposer dès ces âges-là ou finalement les petits jeux corporels et les comptines, ça suffit ? En fait, quand on a un tout petit, je trouve qu'il y a un âge où on voit bien qu'il y a une bascule, c'est-à-dire vers 3-4 mois, bébé commence à pouvoir attraper les objets volontairement, alors qu'avant, c'était un peu un hasard quand sa main tombait vers un objet, elle se refermait dessus, et puis elle l'amenait à la bouche avec les réflexes de base, mais il pouvait pas le faire tout seul. Là, du coup, maintenant, il sait faire tout seul, vers 3-4 mois, et il va avoir un grand plaisir à manipuler. Donc finalement, c'est aussi le bon moment pour regarder les objets avec lui dans cette transition. Moi, je trouve un peu avant et beaucoup après, mais on peut se dire que oui, vers 3 mois, on peut commencer à faire découvrir des choses. Moi, j'aime bien l'idée de se dire, avec bébé dans les bras ou en s'allongeant à côté de lui, soit sur le lit, soit sur son tapis d'éveil, on peut lui présenter des choses. Des bulles, des petites plumes, un petit hochet coloré qui fait du bruit, un peu même des objets du quotidien, une cuillère en bois. Oui, souvent c'est les jouets les moins sophistiqués qui ont le plus de succès. Voilà. Un caillou, ça on en a tous fait l'expérience. Et dans le cas de certains parents qui n'aimeraient pas spécialement jouer ou qui se sentent pas à l'aise dans le fait de jouer, vous aurez quelque chose à conseiller ou déjà peut-être à déculpabiliser aussi, de dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être le roi de la comptine ou je sais pas. Alors en fait, il faut bien avoir une chose en tête et c'est hyper important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de parents qui peuvent me dire, dans mon travail, mais moi je sais pas jouer avec un bébé ou j'aime pas trop jouer, c'est un truc de petit quoi. Donc déjà, il faut avoir bien en tête que pour bébé, il a à la fois besoin de jouer avec ses parents,
mais il a aussi besoin de jouer seul. Donc c'est déjà quelque chose à bien garder. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bébé, il a besoin de l'adulte pourquoi? En fait, il a besoin de l'adulte pour pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, lui expliquer, rendre le moment de la découverte d'un objet. Par exemple, on parlait de la découverte des objets juste avant. Rendre ce moment-là assez rigolo, interactif. Justement, lui montrer des choses qu'au début, il peut pas manipuler seul parce que juste il n'arrive pas à les attraper, ou alors certains objets qu'on peut avoir envie de lui faire découvrir mais accompagner parce que ça peut être dangereux si jamais il les croque, mais que s'il le fait avec vous c'est parfaitement ok. Il peut avoir envie de vivre des expériences qu'il peut pas faire tout seul. Par exemple, si on met de la musique et que on danse avec lui, un bébé de 6 mois, il peut pas danser tout seul encore. Même si, quand même, quand on les regarde très rapidement, même allongés sur le dos, ils vont commencer à mettre le rythme. Ils ont le sens du rythme, voilà, dans leur corps, parce que c'est aussi des petits mouvements qu'ils ont beaucoup sentis pendant la grossesse, tous ces petites oscillations, ces petits rythmes. Et bébé, il a aussi besoin de faire avec. Pour patienter, simplement parce que au début il contrôle pas son corps, donc il va être assez rapidement se sentir impuissant parce qu'il peut pas faire ce qu'il a envie, et puis quand on a déjà passé un quart d'heure à essayer de se retourner sans y arriver, parfois le temps est long, donc c'est plus facile quand on le fait avec l'adulte. Et souvent la question qui revient au tout début, par exemple pour le tapis d'éveil ou pour que bébé joue seul, c'est dire oui mais il reste pas sur son tapis d'éveil. Dès qu'ils peuvent partir, hop, ils filent. Voilà, c'est ça. Mais avant de pouvoir filer, ce sont les parents, en fait, dès qu'ils peuvent partir, ils filent. Et ça, les bébés le sentent bien. C'est-à-dire que si vous les posez pour aller vite faire autre chose, parce que vous avez 1000 choses à faire pour vous occuper des autres enfants, de la maison, de votre travail, en fait, ils le sentent. Et du coup, ils vont un peu avoir envie de s'agripper à vous parce que le tapis d'éveil, pour eux, au lieu d'être un tapis d'éveil pour jouer, ça va être plutôt un tapis tout seul, quoi. Ah oui, d'accord. Et du coup, ils vont pas avoir beaucoup envie d'y rester. Alors que si au début, quand bébé est encore très petit et qu'il sait pas faire grand-chose, justement dans cette phase où il va s'impatienter plus vite parce qu'il est plus vite impuissant, vous restez, vous vous allongez avec lui au début, vous lui montrez des choses... On a parlé des petites plumes, mais on peut aussi mettre de la musique, par exemple, pour écouter ensemble, lire un petit livre, même s'il est très petit. Il y a de grandes chances qu'en fait, le tapis d'éveil, ça devienne un endroit copain et qu'il accepte, dans quelques semaines, d'y rester tout seul bien plus facilement. Oui, que ce tapis soit associé à des découvertes, à des jeux. Et est-ce que, pour résumer, du coup, on pourrait dire... aux parents comme ça qui ont un peu cette angoisse de ne pas savoir jouer, c'est plus à ces âges-là de l'accompagnement à la découverte que forcément faire preuve de trésor d'imagination pour divertir, quoi. Exactement. C'est précieux que vous disiez ça parce que justement, plutôt que de jouer avec ou... On sait qu'on a tous une capacité à jouer qui est différente et il y a des gens qui gardent leur âme d'enfant très longtemps et qui vont adorer jouer même adultes. On peut penser aux gens qui adorent les jeux de société, par exemple. Mais on n'est pas tous comme ça. Et plutôt que de jouer avec, c'est vraiment accompagner, bébé dans son jeu. C'est créer des conditions déjà pour qu'il puisse jouer. Donc quand il est tout petit, qu'il ait un endroit où il puisse avoir la place de bouger. Et par exemple, je mets un petit... warning sur certains parcs pour bébés qui sont minuscules en fait et dans lequel bébé il a pas beaucoup de place pour découvrir son corps, il est vite encombré avec des objets, donc avoir un endroit où il a de la place pour bouger, où il s'en mêle pas dans un tapis d'éveil tout mou dès qu'il essaye de se retourner, c'est déjà important. On fournit des bonnes conditions de jeu et ça c'est chouette. Installer un petit miroir à côté du tapis d'éveil, une étagère avec des paniers où dedans il y a des jolies choses à découvrir, qui va s'amuser à vider avec grand plaisir, c'est déjà chouette. Et puis c'est l'observer, être attentif, être à côté. Parce que très souvent quand un enfant il découvre un objet, même s'il le fait tout seul, il va retourner son regard vers ses parents pour dire « Hey, t'as vu ?» ou « Je fais ça mais c'est ok ?»
Là j'ai eu un peu peur quand j'ai essayé de me retourner, je me suis un peu cognée, même si c'est à peine. Et juste en fait de sentir que votre regard est tranquille et pas loin, ça va lui donner envie de recommencer, de dépasser ses petites appréhensions, ou au contraire d'être relancé. Des fois vous aussi vous allez lui montrer quelque chose qu'il n'a pas encore vu dans l'objet, ou lui relancer la petite balle qui vient de rouler. Et donc c'est vraiment cette idée de partage en fait qui est surtout importante. Bon alors du coup, est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a un âge particulier à partir duquel c'est ok entre guillemets de laisser son bébé jouer un petit peu tout seul sur son tapis sans qu'on ait peur qu'il lui arrive quelque chose ou sans qu'il se sente délaissé? Bien sûr, déjà je crois qu'il faut pas avoir peur. Alors autant c'est important de faire attention aux risques parce que les accidents domestiques ça arrive et que quand bébé joue tout seul, il n'y a rien de dangereux à sa portée. Mais il faut surtout pas culpabiliser, le laisser seul. Tout à l'heure, je vous disais, un bébé il a besoin de jouer seul, il a besoin d'avoir des moments en fait où il est sans vous pour pouvoir se réentraîner, pour pouvoir repenser aux choses qu'il a vécues dans d'autres moments. La pensée, l'imagination, la créativité, ça se développe dans l'ennui, en fait, on pourrait dire. Donc l'ennui, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Souvent, on le voit beaucoup comme ça et on dit mon bébé va s'ennuyer ou il va avoir l'impression que j'ai pas envie de m'occuper de lui. Mais c'est pas vrai. Déjà, s'il a besoin, il vous appellera. Ils savent très très bien faire ça, les bébés. Et puis, il faut bien dire que les bébés, ils viennent habiter dans le monde des adultes. Donc dans le monde des adultes, les adultes, ils ont des choses à faire. Et les bébés, ils ont aussi besoin de ces temps seuls pour devenir créatifs, réfléchir. Et d'ailleurs, on les voit dans leur berceau, par exemple, quand ils sont en train de discuter tout seuls ou de jouer avec leur doudou en attendant qu'on vienne les chercher sans même être directement en train d'appeler. Après, c'est vrai que si on se demande un petit peu... c'est quoi le moment, puisque vous me disiez c'est quoi le moment où un bébé arrive à jouer seul, il y a différents facteurs. Il y a celui de la tranquillité interne. C'est vrai qu'un bébé qui est pas tranquille, qui est anxieux, qui est angoissé, qui est beaucoup pris dans ses émotions, il va pas être très disponible. Parce que justement, dès qu'il est tout seul, il va avoir besoin d'être porté, d'être rassuré, ou alors s'il a des douleurs. Ouais. Donc lui, il va pas avoir beaucoup de tranquillité pour pouvoir jouer seul. Donc il faut effectivement qu'il soit suffisamment rassuré ou suffisamment confortable dans son corps. Mais pour un bébé qui est serein, on peut dire que c'est à partir du moment où il s'est joué avec ses mains tout seul. C'est-à-dire très tôt, alors. En fait. Voilà, à partir de 3-4 mois, comme on disait tout à l'heure, en fait, là, il est déjà capable de manipuler des choses. Ce sera pas forcément longtemps, ce sera à 10 minutes, mais il est déjà capable de faire des choses par lui-même sans se sentir toujours empêché parce que je sais pas utiliser mes mains, parce que je sais pas me retourner, parce que je sais pas faire de 4 pattes, etc., etc. Et finalement, du coup, au contraire, c'est aussi important de ne pas aller les surstimuler ou être toujours auprès d'eux. Ça peut être un peu étouffant pour eux, du coup. Oui, c'est ça. Il peut y avoir un côté où, si on n'a jamais d'espace pour penser par soi-même, on la construit un peu moins bien aussi, cette pensée. Donc après, avec les bébés, c'est toujours la même chose. C'est la question du dosage. C'est ça qui est difficile aussi en tant que parent. C'est que on aimerait bien, des fois, avoir des réponses un peu claires. Souvent, les parents disent oui. Oui, une méthode, ce serait le rêve. Hein. Voilà. Mais on aimerait bien qu'il y ait un grand livre des bébés quelque part où tout soit marqué. Mais voilà, c'est surtout de l'observation. Puis, c'est tricoter une petite dentelle où bébé a un peu besoin d'être seul, il a besoin d'être beaucoup avec ses parents, et puis plus il va grandir, plus il pourra être seul plus longtemps tranquillement, et moins il aura besoin d'être rassuré tout le temps. Donc voilà, c'est un peu une expérimentation pour trouver ça, mais il faut le garder en tête. Quand bébé est tout seul, effectivement, il va expérimenter dans plein de domaines, et on peut avoir en tête que ces expérimentations, elles se font surtout tout seul dans le domaine de la découverte motrice, la découverte de sa sensorialité, la découverte des objets. Alors sur la découverte motrice, on va en reparler dans un futur podcast qui sera consacré à la motricité libre. Mm-hmm. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous parler un peu plus de la découverte sensorielle ? Avec grand plaisir. Et pour ça, je vais vous parler de Piaget, qui était un psychologue suisse qui a beaucoup réfléchi sur comment est-ce que l'enfant développe son intelligence et le lien avec le jeu. Pour les tout petits, de 0 à 2 ans, en fait, il explique que l'intelligence, elle se développe dans la période sensorimotrice, c'est-à-dire dans un lien entre la motricité et la sensorialité. Bébé, il construit sa pensée par son corps et par les découvertes de ses 7 sens.
7 sens. Je croyais qu'il y en avait que 5, moi. Non, et ben en fait, non, on oublie toujours la proprioception et le vestibulaire. Oh là là, ce sont des beaux mots. Vous pouvez nous expliquer proprioception et vestibulaire? Alors la proprioception, c'est les sensations qu'on a de l'intérieur de notre corps, notamment de l'intérieur des muscles, qui nous permettent de connaître la position de notre corps dans l'espace, même les yeux fermés. Et le sens vestibulaire, c'est le sens du mouvement et de l'équilibre qui vient de l'oreille interne, qui nous permet en fait de percevoir le mouvement et de nous équilibrer. D'accord. Alors pourquoi c'est important particulièrement pour les bébés? Alors ces 7 sens, donc la vision, l'audition, le tact, l'olfaction, la gustation, la proprioception et le vestibulaire, c'est important parce que c'est avec ces 7 sens que bébé découvre le monde. Et puis plus on amène bébé à découvrir ce qui l'entoure, en regardant, mais aussi en écoutant, en goûtant, en sentant les odeurs, en touchant, en grimpant, en sautant. Plus il emmagasine des choses dans ses souvenirs et puis il va pouvoir combiner toutes ces expériences différentes pour imaginer, pour réfléchir, pour expérimenter, pour patienter. Un exemple qui est assez parlant et important, c'est par exemple, plus bébé il va manipuler et découvrir des objets qui ont des textures très variées, comme par exemple des petites balles toutes douces, d'autres qui sont rugueuses, d'autres qui ont des bosses, des tissus qui sont rêches, des tissus qui sont poilus, d'autres qui sont satinés, des cuillères en bois, des cuillères en métal froid, des feuilles mortes qui craquent sous les doigts et sur le bout de la langue, des rubans qui crissent, des fleurs de douche, du coton, de l'éponge naturelle, du caoutchouc qui est élastique. Enfin, pourrais vous faire tout un catalogue de matières comme ça, mais plus en fait bébé il peut manipuler et porter à la bouche toutes ces choses dans le partage avec un adulte ou tout seul si elles sont pas dangereuses, ces matières, plus en fait il prépare sa langue à être habile, à pouvoir pousser ce qu'il aime pas hors de sa bouche, à ce que ses gencives et l'intérieur de ses joues acceptent des choses étranges, nouvelles, des drôles de textures, des morceaux. D'accord, et donc il faut vraiment pas hésiter. Parfois on se dit non, il faut pas porter à la bouche, c'est un peu sale ou c'est pas fait pour, mais en fait, c'est très important, quoi. Oui, c'est hyper important parce que la bouche, c'est un peu comme une troisième main pour le bébé. Et si on se remet dans l'optique de la diversification alimentaire, où souvent le passage aux morceaux, c'est un peu un challenge pour certains enfants et certains parents, en fait, bébé, elle a vraiment besoin de s'être habitué. Alors, c'est absolument passionnant. Est-ce que vous avez d'autres exemples de découvertes sensorielles comme ça, adaptées au bébé ? Oui, j'en ai plein parce que en fait le travail du psychomotricien avec le tout petit c'est beaucoup basé justement sur la découverte sensorielle, la découverte ou même l'équilibration, parce qu'il faut savoir que certains petits ils peuvent avoir ce qu'on appelle des troubles de la régulation sensorielle. Donc pour eux ça va être vraiment difficile en fait de gérer certaines sensations. Ah oui. Ils vont même avoir besoin d'une rééducation. On a tendance à penser que c'est naturel, mais en vérité, c'est quelque chose qui s'apprend, comme tout, en fait. En fait, c'est un mélange entre la curiosité naturelle du bébé et puis le fonctionnement propre de son corps. Donc, on a tous un équipement qui est un peu différent au niveau sensoriel. On gère plus ou moins bien certaines sensations. Donc, bébé a aussi besoin qu'on lui fasse découvrir pour qu'il considère ça comme naturel, la découverte, et que sa curiosité soit entretenue. Et donc, il y a plein de choses en fait auxquelles on peut penser dans la vie quotidienne pour que un peu chaque moment puisse devenir un moment de découverte et d'exploration partagée. Et donc, pour nous parents, vous avez des conseils, des exemples concrets ou de moments comme ça de la vie quotidienne qu'on peut mettre à profit ? Complètement. En fait, plus que des idées, des fois, c'est juste un état d'esprit. Parce qu'en fait, n'importe quoi qu'on fait peut vraiment devenir un support à jouer et à découvrir ensemble. Par exemple, quand on sort se balader, c'est vrai qu'on peut en profiter vraiment pour s'arrêter, montrer à bébé les branches des arbres qui bougent au-dessus de lui quand il est dans son berceau, regarder le ciel, les nuages, lui faire découvrir toutes sortes de feuilles, en fait, qui sont, par exemple, dans le parc où vous allez, ou dans la campagne autour de chez vous, sentir les fleurs, ramasser des feuilles mortes, des marrons, des morceaux de branches et les ramener à la maison. Ça peut être quand on aime cuisiner, on peut vraiment profiter du moment de la préparation du repas pour partager toutes sortes de choses. Et déjà, il peut vous regarder faire, sentir les bonnes odeurs, manipuler
bon, je sais pas, les épluchures des carottes, par exemple, les écorces des oranges, lécher un petit doigt que vous aurez trempé dans la sauce et que vous lui ferez découvrir en lui mettant sur le bout des lèvres. On peut lui mettre un peu de farine sur la tablette de sa chaise haute pour qu'il découvre. Et puis, dès qu'il sera un peu plus grand, en fait, il adorera très vite verser avec vous, casser des œufs, patouiller avec ses mains dans un saladier qui est vidé de la pâte du gâteau, par exemple, pour après, lui, porter ses mains à sa bouche, touiller, fouetter, écrabouiller, regarder cuire le gâteau, le démouler, sentir les peaux des épices, vider un placard qu'on laisse à sa disposition en bas avec des choses qui sont pas dangereuses. Mais par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, les briques de lait, des boîtes de conserve, les Tupperware. Ça, en général, ils adorent savoir qu'il y a un petit placard dans lequel ils peuvent trifouiller sans risque. Ok, c'est des super idées. Alors par contre, si on n'aime pas cuisiner comme moi, comment on fait? Ben, en fait, on continue de se demander dans chaque pièce de la maison, qu'est-ce que je pourrais faire finalement. Par exemple, y a des gens qui aiment beaucoup écouter de la musique. Dans leur salon, il y a toujours de la musique qui passe. En fait, on peut en profiter pour que ça devienne un moment de jeu. C'est-à-dire, au lieu de mettre machinalement la musique, on va vraiment pouvoir partager ça avec bébé. D'un coup, se mettre à frapper des petits rythmes sur nos cuisses ou dans nos mains pour lui faire écouter le rythme de la musique et le plaisir qu'on a. On peut le prendre dans les bras pour danser avec lui. On peut en profiter comme ça. On peut penser à la salle de bain. Moi, j'aime bien la salle de bain. C'est support à plein de jeux, par exemple. Vous pouvez garder tous les flacons vides, par exemple de gel douche, de savon. Ils gardent l'odeur très très longtemps. Ouais. Et après, on peut s'en servir comme de pchit à odeur avec les petits. On peut faire des bulles dans le bain. On peut colorer l'eau du bain avec 2-3 gouttes de colorant alimentaire. Et souvent, ça rend les enfants fous. Ils adorent. Ah oui, un bain vert. Voilà. C'est une super idée. On peut faire de la peinture dans la baignoire parce que il y a beaucoup de parents qui ont un peu peur de faire la peinture avec les tout petits en disant mais c'est la guerre après à la maison, faut tout nettoyer. En fait, dans le bain, ils sont déjà tout nus. Il existe même des peintures spéciales corporelles pour la douche. Si vous tapez ça sur internet, vous les trouverez facilement, mais même avec des petites gouaches toutes simples. Du coup, ils vont s'en mettre partout sur eux, ils vont peindre les bords de la baignoire, ils vont se peindre eux, puis tout ça, ça se nettoie d'un petit coup de douche. On peut faire des massages avec de l'huile, on peut mettre quelques glaçons dans le bain et les regarder fondre à toute vitesse. Ça, souvent, c'est fascinant pour les petits. Dans le coin jeu, on peut mettre des panières. Justement sur le côté du tapis de jeu, il y a par exemple une panière avec des objets bleus, une panière avec des objets rouges, une panière avec que des choses rondes, une panière avec que des choses qui font du bruit, une panière avec que des choses métalliques, une panière avec que des choses qui grattent. Ça, les petits aiment bien. Et puis, ils aiment aussi beaucoup découvrir... ça, il faut le faire avec eux. Par contre, on peut pas les laisser faire tout seuls. Mais découvrir un saladier avec de la semoule dedans, un saladier avec du riz, un saladier avec des graines. Et ça, dès qu'on arrive vers 1 an, 18 mois, ils vont passer un temps fou à vider, remplir, transvaser, prendre méticuleusement avec leurs petits doigts. C'est souvent une source de jeu un peu infinie, quoi. Ah ouais, c'est génial. Alors, merci beaucoup. On a plein d'idées, plein d'exemples. Et oui, finalement, en fait, il y a toujours plus ou moins une façon d'adapter nos passions ou nos activités à nous parents à leur découverte, quoi. C'est génial. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo qui avait fait le buzz sur Internet il y a quelques années où on voyait un parent qui, à chaque fois, un papa, qui faisait choisir à son petit bébé de 9 mois, je crois, entre deux jouets. À chaque fois, un objet, genre un truc de bricolage, un truc d'adulte et un objet pour bébé. Et le bébé préférait toujours l'objet pour les grands, quoi. Il n'en avait rien à faire du hocher, il voulait la pince coupante, quoi. C'est vrai qu'en fait, s'il y a des choses de grands, entre guillemets, qui sont facilement manipulables par les petits sans que ce soit dangereux, on peut leur laisser accessible parce qu'en fait, comme les bébés, ils apprennent à 80% par imitation, je dis 80%, mais c'est peut-être même plus, hein, c'est un chiffre pour dire que c'est vraiment beaucoup. En fait, ils sont fascinés par les choses qu'ils nous voient utiliser. Et c'est pour ça qu'en fait, ils veulent toujours prendre vos clés, la télécommande, le téléphone, vos chaussures, votre sac à main. C'est pas parce que c'est interdit, en fait, c'est juste parce que vous avez tout le temps ces trucs-là avec vous. Et du coup, en fait, ils veulent les toucher, ils veulent apprendre à s'en servir, ils veulent faire exactement comme vous. Du coup, tout ce qu'on peut leur faire découvrir, soit
avec nous pour les surveiller si c'est des choses qui sont dangereuses. Entre guillemets, dangereuses, on parle pas de découvrir une scie circulaire. Soit, par exemple, je pense à des ustensiles de cuisine, on peut leur laisser en fait le petit fouet métallique, les cuillères en bois, un bol métallique ou en plastique. Tout ça, c'est pas dangereux et ils adorent découvrir ce genre de trucs. Et à l'inverse, souvent, j'ai cette expérience-là de quand on a envie qu'ils s'intéressent à un petit joujou qui traîne sur leur tapis mais dont ils n'ont rien à faire, rien que le fait de nous voir l'utiliser, ça fait pas un pli en général, ils ont tout de suite envie de jouer avec. Mais exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si je reviens sur les parents qui n'aiment pas jouer, dont vous parliez tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours aussi obligé de jouer avec des jeux de bébé, mais aussi de se dire que partager avec un bébé, avec votre bébé, ce qui vous intéresse vous, forcément ce sera hyper riche pour lui parce qu'il vous voit passer du temps sur cette chose-là. Et du coup, il va avoir vraiment envie de le faire avec vous. Et puis pour vous, ça sera beaucoup moins coûteux en termes d'énergie. Moi, ça me rappelle, par exemple, mon grand-père, il nous emmenait à la pêche. Ah oui. Dans l'absolu, dans ma vie d'adulte, je ne suis pas du tout passionnée de pêche. Ah bon? Mais j'ai un super bon souvenir de ces moments-là avec mon grand-père qui nous faisait partager, lui, tout ce qu'il aimait, le fait d'attendre, de découvrir la nature, d'attraper les poissons. On trouvait ça en même temps dégoûtant, en même temps fascinant. Mais on avait l'impression d'être privilégiés parce qu'on rentrait dans son monde. Bien sûr. Et on apprenait plein de choses comme ça. Du coup, on peut aussi se dire que voilà, c'est moins coûteux de partager et de jouer avec bébé à des choses qui nous intéressent nous. Et puis, se dire aussi, quand on a du mal à jouer avec son bébé, que c'est pas obligatoire d'y passer des heures. Ah oui, c'est important ça. Voilà, que partager un moment de qualité, on va vraiment faire ensemble et pas forcément 1 heure, c'est hyper important. Et pour l'enfant, ça lui permet de se sentir vraiment dans le partage. Et de continuer à jouer tout seul après. Et puis, comme on disait tout à l'heure, être présent, être attentif, être vraiment là quand on est là, même si c'est pas longtemps. J'aurais une dernière question à vous poser qui concerne les tranches d'âge, parce que souvent quand on veut offrir un jouet à un enfant où on est un peu perdu, on regarde sur le carton, à partir de tel âge. Et puis parfois c'est adapté, parfois non, parfois l'enfant n'est pas du tout intéressé. En fait, ce qui est intéressant dans cette question-là que vous posez, c'est que ça nous ramène encore à la question dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la question du partage. Ouais. On peut quand c'est offrir pour ses propres enfants, c'est un peu plus facile que justement offrir pour les enfants des autres parce qu'on vit avec eux. Et on peut se sentir complètement légitime en fait de se dire jouer, c'est aussi suivre l'enfant dans son petit monde. Et l'enfant, il sait ce qu'il a besoin d'apprendre en fait. L'enfant est naturellement curieux, il sait ce qu'il a besoin d'apprendre, il fait ses petites expériences. Et en fait, on peut complètement le suivre là-dedans. Même s'il y a des grandes lignes où on sait que effectivement, les petits... entre 9 et 12 mois, ils adorent manipuler, ils commencent à adorer vider les choses, remplir les choses, ouvrir, fermer, visser, dévisser. Donc ils vont adorer tous les jeux qui vont là-dedans. Après, il y a tout le moment où ils commencent à se déplacer. Donc là, ils vont adorer aussi déplacer des choses, pousser des choses lourdes, tirer, amener les objets d'un bout à l'autre de la maison, les cacher, les retrouver. Ensuite, on sait que quand on arrive vers 18 mois, ils sont justement fascinés par le fait de faire comme nous, donc ils vont commencer à imiter la dinette, les poupées, s'habiller, se déshabiller. Donc on peut suivre un peu l'enfant dans ses intérêts et se sentir complètement ok vis-à-vis de ça. Après, et ça rejoint ce qu'on disait du partage aussi des activités quotidiennes comme support du jeu, comme support essentiel du jeu avant même les jouets, j'ai envie de dire. Les jouets, c'est presque un luxe. C'est super chouette parce que les jouets, ils vont mettre l'accent sur une curiosité particulière des petits, mais ça doit souvent être vu comme un plus, moi je trouve.
Oui, Et ensuite, après, effectivement, il y a des jeux de manipulation, éducatifs, des jeux d'imagination qui vont être très chouettes, mais qui vont être d'autant plus chouettes, effectivement, qu'ils suivent l'enfant. Et d'ailleurs, on voit que parfois, il y a des enfants, ils vont être fascinés par un jeu de grands alors qu'ils sont petits, ou adorer les jeux de plus petits, les jeux de 1 an, d'empilage, par exemple, alors qu'en fait, ils ont déjà 3 ans, mais ils adorent. Il y a des garçons qui vont adorer jouer à la poupée, il y a des petites filles qui vont avoir une fascination pour les tracteurs, peu importe en fait. Oui. On n'est pas obligé de se fier que à ce qui est indiqué sur le petit carton qui est indicatif. On peut vraiment suivre l'enfant. Et si on est très curieux, franchement, en faisant quelques petites recherches sur Internet, il y a des tonnes de blogs de parents qui sont hyper bien faits justement sur quels jeux leurs enfants ont préféré, quels livres leurs petits ont adoré à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, quelles activités aussi ils ont pu faire, sensorielles, motrices, de manipulation. Et on peut vraiment aller fouiller là-dedans si on veut creuser le sujet davantage. Ouais, donc être dans le partage avec les enfants, mais aussi entre parents finalement. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour cet échange très riche, Audrey. C'était Audrey Marcaggi, psychomotricienne, qui répondait à nos questions sur les jeux, comment jouer avec les tout-petits et pourquoi c'est important. Merci beaucoup Audrey, à très bientôt. On se retrouve pour un prochain podcast. Oui, à bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina. À très bientôt.